Bonsoir, bonsoir. Alors, sans plus attendre, je vais me présenter. Je suis Maïmouna Traoré, je suis mariée depuis 21 ans, mère de 3 enfants de 21, 13 ans et 9 ans. Je suis banquière de profession avec 17 ans d'expérience en banque. Et j'ai décidé de me lancer dans mon appel. Je suis entrepreneur, donc conférencière et coach certifiée au sein de la Maxwell Academy sur les thématiques du développement personnel, de la guérison de l'âme et de l'accompagnement en fait des femmes dans le développement de soi. Ayant moi-même bénéficié de la guérison divine en Jésus, donc je suis une passionnée de Christ et j'ai l'honneur d'être votre modératrice ce soir. Nous allons passer un moment ensemble. Alors, notre précédent échange était sur le même thème de la communication dans le couple. Nous avons parlé de 3 conditions pour bien communiquer et de 5 niveaux de la communication. Pour ceux qui souhaitent suivre le replay entièrement, je mettrai d'ici quelques moments, avant la fin de notre échange, je mettrai le lien des replays dans le chat pour que vous puissiez avoir accès. Donc, c'est sur YouTube. L'échange précédent, avant celui-là que nous avions eu, c'était sur la sexualité dans le couple. Ma femme est toujours fatiguée. Que faire? Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de la communication dans le couple. Pourquoi l'autre ne me comprend pas? Avant de commencer, je vais vous demander d'écrire dans le chat s'il vous est déjà arrivé de ressentir le besoin de dire quelque chose d'important à votre conjoint, mais vous n'avez pas osé parce qu'il y avait un blocage quelconque. Répondez juste par oui ou par non dans le chat. Je vois des oui, je vois des oui. D'accord? Alors, il n'y a aucun non, je vois que des oui. Alors, merci à tous pour vos réponses, à travers lesquelles nous voyons bien qu'il peut y avoir des obstacles à la communication, même si nous savons tous que c'est très important pour le couple. Ma prière ce soir, c'est qu'à l'issue de cette réunion, chacun puisse ressortir avec quelque chose, que cette réunion puisse apporter de la valeur à chacun d'entre nous, ressortir avec de nouvelles idées et pouvoir accepter un changement interne au niveau de chacune des personnes que nous sommes, parce que nous avons tous besoin de grandir, nous avons tous besoin de changer. Nous ne sommes pas là pour indexer, mais nous sommes là pour apprendre les uns avec les autres. Ça, c'est ma prière pour chacun de vous ce soir, dans le nom de Jésus. Et j'ai dit Amen. Amen. Alors, Amen. Amen, merci. Alors, sans plus attendre, nous allons recevoir notre invité spécial qui n'est plus à présenter. Il est spécialiste en matière d'accompagnement et du bien-être des couples. Monsieur Charlemagne Sobia est coach, conférencier, écrivain. Il est aussi pasteur. Il a à son actif 5 ouvrages qui parlent tous des problématiques autour du couple. Il a écrit « Réussir sa sexualité dans son couple »,« Réussir votre mariage »,« Le leadership familial du mari »,« La bonne épouse, le sel de la famille »,« La maturité ». Bonsoir, Monsieur Charlemagne Sobia. Je tiens à vous dire encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Je réalise à quel point je suis chanceuse de vous avoir et je remercie Dieu qui a permis cette connexion. Au nom de toutes les personnes connectées ce soir et du plus profond de mon cœur, et c'est vraiment sincère, je vous dis un grand merci. Merci pour le cœur que vous avez de servir et d'aider les autres. Je vous dis un grand merci. Nous avons hâte de déguster les pépites que vous allez nous préparer, que vous nous avez préparées ce soir et que vous allez nous apporter ce soir autour de notre sujet. Alors, je coupe mon micro. La parole est à vous. Merci, Madame Traoré. C'est un plaisir d'être encore avec vous. Pour la plupart, là, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis en ce moment à Cotonou. C'est depuis Cotonou que je suis en train de parler avec vous. Donc, le thème, c'est la communication. Comme l'a dit Mme Traoré tout à l'heure, pour bien communiquer, il est extrêmement important de réunir un certain nombre de conditions. Il y a 3 conditions à réunir. La première condition, c'est savoir choisir le temps. La deuxième condition, c'est la confiance. La troisième condition, c'est la transparence. Si on parle de
conditions, ça veut dire sûrement qu'il y a des niveaux de communication. Il y a 5 niveaux de communication. Nous avons parlé de toutes ces choses la dernière fois. Nous allons un peu plus aller en profondeur dans le thème. Le thème, c'est la communication. Comment communiquer avec son conjoint ou sa conjointe. Et pour aller un peu plus en profondeur, il faut déjà qu'on définisse ce que c'est que la communication. La communication ici, puisque nous sommes dans le couple, sinon il y a la communication en entreprise, la communication en politique, etc. Mais ici, nous sommes au niveau du couple. La communication ici, c'est l'échange entre deux conjoints, monsieur, madame. Il y a un récepteur, il y a un émetteur. Il y a un qui écoute lorsque l'autre parle et tantôt et après, c'est vice-versa. Donc, la communication que nous appelons C égale à E, qui est écoute plus P, parler. Parler où il y a plusieurs manières de parler. Alors, c'est quoi l'écoute? D'abord, il y a un verset dans la Bible qui nous aide à bien comprendre ce que c'est que la communication ou qui nous aide à bien communiquer, je dirais. Jacques 1,19 dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Quand nous regardons aussi notre physiologie, l'anatomie de l'être humain, nous voyons que nous avons 2 oreilles et une seule bouche. Pourquoi 2 oreilles, une seule bouche? Ça veut dire qu'il faut plus écouter que parler. Dieu aurait pu nous donner 3 bouches et peut-être demi-oreilles ou je ne sais pas. Mais il a donné 2 oreilles pour que, quel que soit où les radars puissent capter le son, les oreilles, quel que soit, c'est extrêmement important d'écouter et une seule bouche pour peu parler. Donc, dans la communication, il y a l'écoute. Et je pense qu'un de nos gros problèmes, c'est que nous écoutons peu et nous parlons beaucoup. Si nous voulons réussir la communication au niveau de notre couple, nous devons apprendre à vraiment écouter. Écouter, il y en a donc qui ne savent pas écouter, qui posent des actes ou ont des comportements qui n'encouragent pas le vis-à-vis. Il y en a qui écoutent dans le but d'avoir raison. Ça veut dire qu'ils n'écoutent pas réellement. Il y a une différence entre écouter et entendre. Il y en a qui écoutent dans le but d'avoir raison. Il y en a qui écoutent pour toute autre raison que de comprendre, en fait. Il y en a qui écoutent, pour faire semblant d'écouter, pour faire croire qu'ils écoutent alors qu'ils n'écoutent même pas. Et tout ça ne vous aide pas à comprendre la personne qui est en face, ne vous aide pas à savoir qui est en face. Plus vous arrivez à mieux écouter et plus vous avez la capacité de connaître qui est en face, des fois, c'est des choses très simples et qui peuvent vous aider à connaître le passé de votre mari, le passé de votre femme, sa famille, etc. Et tout ceci peut vous aider à savoir comment le prendre, comment l'apprendre, ou peut vous aider dans la prière, etc. Il n'y a rien qui soit au hasard. Et c'est en écoutant que vous allez mieux connaître ses faiblesses, l'aider, connaître ses forces et l'aider à renforcer, etc. Donc, écouter, c'est en réalité un signe d'amour. Je t'écoute, je me mets à ta place, je veux savoir ce que tu vis et savoir comment je peux t'encourager ou comment je peux t'aider à progresser, etc. Il y a un lien étroit entre la qualité de l'écoute et la profondeur de l'amour que nous avons pour la personne. Or, généralement, nous n'écoutons pas avec le cœur, mais nous écoutons avec notre cerveau simplement et qui nous amène dans tous les sens. Moi-même qui parle, c'est toujours un défi et de plus en plus, je demande à Dieu, je m'exerce à écouter. Bien écouter, par exemple, suppose qu'on n'interrompt pas l'autre. Or, nous avons cette manie d'interrompre. De dire, oh, je ne te coupe pas la parole, mais en réalité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut pouvoir écouter jusqu'à la fin. Dans ma langue, on dit même le fou dit des fois de bonnes choses. Même si vous estimez que la personne n'est pas assez intelligente pour cela, c'est toujours bien d'écouter. Et ça, c'est tout un exercice, c'est tout un apprentissage. Les grands leaders, ceux qui ont réussi dans la vie, ceux même sur le plan spirituel, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est en écoutant que tu pourras même connaître Dieu.
Et donc, l'écoute est fondamentale dans la vie. C'est tellement fondamental que nous passons à côté. C'est fondamental. Est-ce que je sais vraiment écouter? La plupart du temps, les époux se plaignent, mon mari ne m'écoute jamais. C'est vrai, ça ne doit pas être jamais, mais ça veut dire que souvent, on n'écoute pas. Comme les hommes aussi, elles ne m'écoutent jamais. Nous devons apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Avoir des comportements qui encouragent l'écoute. Malheureusement, on n'a pas toujours les comportements qu'il faut pour pouvoir vraiment bien écouter. Et bien écouter suppose avoir des dispositions de cœur. Ne pas aller avec des préjugés, avec des idées arrêtées déjà. Je veux comprendre, même si je veux comprendre. Alors, une fois de plus, est-ce que je sais écouter? Et ce serait bien qu'après que chacun pose la question à son conjoint, à sa conjointe, as-tu le sentiment que je sais vraiment t'écouter? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la qualité de l'écoute? C'est extrêmement important. On ne peut pas avoir une vie conjugale heureuse si on ne sait pas écouter l'autre. C'est en l'écoutant, comme je l'ai dit, que vous apprenez à le connaître. Vous apprenez à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son passé, et c'est tout ça qui vous permet de savoir le prendre. Une fois de plus, est-ce que je sais bien écouter? Quelles sont les caractéristiques du bon auditeur, les caractéristiques du mauvais auditeur? On ne va pas avoir le temps de beaucoup tarder dessus, mais une fois de plus, sachant que tout le monde n'est pas un bon auditeur, tout le monde ne sait pas bien écouter, on n'est pas bon auditeur, on travaille par rapport, on s'exerce par rapport. Alors, l'écoute, c'est ça. L'autre aspect, on a dit C égale à E plus P. P, c'est le parler. Il y a plusieurs manières de parler. Le fait de renfroyer le visage, c'est une manière de parler. Le fait de sourire, c'est une manière de parler. Le fait d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose, c'est une manière de parler. Et là, selon le sexe, ce n'est pas la même chose. Selon le pays, ce n'est pas la même chose. Il arrive, par exemple, que la femme, vous êtes couché dans le lit et puis elle vous dit, est-ce que la porte du salon est fermée? Elle est en train de te dire, la porte du salon n'est pas fermée. S'il te plaît, lève-toi et va fermer la porte. Donc, souvent, pas toujours, mais la femme a sa manière de dire les choses, sa manière de dire oui. Lorsque vous la courtisez, par exemple, elle va peut-être pas vous dire oui comme ça, mais elle peut commencer par faire des scènes de jalousie. Mais si elle commence par faire des scènes de jalousie, c'est une manière de te dire maintenant, je suis d'accord avec toi, mais sinon, pourquoi je fais des scènes de jalousie? Donc, la femme a sa manière de faire, d'exprimer ses sentiments, ses émotions. L'homme a sa manière aussi d'exprimer. Ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, plus on sait écouter l'autre, et plus on arrive à le comprendre à demi-mot. Et ça fait toujours plaisir lorsque votre mari ou votre femme sait vous comprendre à demi-mot. Et donc, à chacun d'apprendre à comprendre comment son mari exprime les choses, comment sa femme exprime les choses. Mais de manière générale, la femme n'est pas directe dans sa manière de dire les choses. Elle peut te dire, bon, nous sommes le mois de novembre, hein? Nous sommes début décembre. Elle est en train de te dire, bientôt c'est les fêtes de fin d'année. Il faut qu'on commence à penser aux cadeaux. Bientôt c'est Noël. Et si déjà on fait ceci, cela, ça va être plus facile. Mais elle ne va pas vous dire directement comme ça, c'est Noël, bon, il faut sortir de l'argent. On est le 2 décembre, hein? Mais pourquoi elle te dit on est le 2 décembre? Elle est en train d'attirer ton attention sur quelque chose. Mais au lieu de te dire clairement, elle va dire aujourd'hui c'est le 2 décembre. Et généralement, comme on ne sait pas écouter, bof, on dit c'est 2 décembre, c'est 2 décembre, ça fait quoi? Mais non, il y a quelque chose derrière. Donc, la femme a sa manière de dire les choses. Lorsque vous êtes couché et puis elle te dit, est-ce que les enfants dorment? Elle est en train de te dire, je vois ta main en train de venir vers moi, va t'assurer que les enfants sont en train de dormir pour qu'ils ne rentrent pas subitement dans la chambre et voient ce qu'ils ne veulent pas voir. Et c'est pour ne pas dire tout ça, c'est trop long. Elle va te dire, est-ce que les enfants dorment? C'est généralement, pas toujours, mais là, beaucoup de femmes s'expriment de la sorte. Il est important que l'homme, donc,
comprenne sa manière, la manière de la femme de dire les choses. Quand tu ne comprends pas, elle est frustrée, ça pose problème. Donc, chacun de nous a une manière de dire les choses. Mais l'une des choses qui doit nous aider dans notre manière de dire, c'est que la Bible nous dit de dire la vérité avec amour. Il faut apprendre à dire les choses, mais avec amour. On peut dire les choses, c'est bien, mais le dire avec amour, c'est encore plus important. Donc, savoir écouter, c'est extrêmement important. La Bible nous dit que d'être prompt à écouter. Savoir parler, c'est important aussi. La Bible nous dit de savoir dire la vérité avec amour. Tout ceci, ce n'est pas aussi facile. Il y a des obstacles. Les obstacles, ça peut être notre passé, notre enfance, selon qu'on a eu une enfance malheureuse, selon qu'on a grandi dans un milieu de violence. Il y en a qui ont grandi dans un milieu de violence qui, dans tout ce qu'ils disent, ils le disent avec beaucoup de violence sans se rendre compte. C'est leur manière de s'exprimer. Et il va falloir travailler par rapport à cela et apprendre à ne plus parler un langage violent. Il y en a qui ont grandi dans un milieu tellement pauvre en communication, tellement, je ne sais pas, pauvre en sentiments, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont mariés, elles sont mariées, mais ils ne savent pas parler. Ils sont tout le temps dans leur coin. Ce n'est pas bon non plus pour la vie conjugale. Nous avions dit, je pense, au début, dans la première séance, que l'une des différences entre les cadavres, les morts et les vivants, c'est que les morts ne parlent pas, mais les vivants parlent. Donc, si nous voulons la vie dans notre maison, il est extrêmement important que, même si par notre passé, on n'était pas habitué à parler, je ne vais pas dire qu'il faut à longueur de journée parler, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut apprendre à communiquer sur l'essentiel. Ne pas dire c'est mon passé, c'est mon enfance. Donc, chacun de nous, quelque part, a ses blocages selon que, bon, on a eu des déceptions, selon que, etc. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il ne faut pas dire c'est mon passé, c'est comme ça, je suis, et puis c'est fini. C'est comprendre que si nous voulons réussir notre vie conjugale, nous devons travailler par rapport à cela, apprendre à communiquer. Ça suppose qu'on crée la confiance, ça suppose tout ce qu'on a dit jusque-là. Donc, il faut travailler par rapport à cela. Si nous ne travaillons pas, nous allons vivre comme, je m'excuse, 2 cadavres dans la maison ou bien 2 colocataires. Et le mariage n'est plus épanouissant. Donc, il faut travailler par rapport à ces blocages. C'est toujours possible de les surmonter. Des petites astuces, vous pouvez dire que chaque soir maintenant, on va se faire les résumés de la journée. Quand je dis ça, ce n'est pas que, bon, le soir, on va s'asseoir et dire, bon, fais-moi le résumé de ta journée en termes militaires. Mais le soir, après le repas, la femme peut, ah, mais tu sais, dans ma journée, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et l'autre aussi écoute et on échange. Ça peut commencer par des échanges de 5-10 minutes par jour, chaque soir. Ça peut être le matin, enfin, 5 minutes. Au fur et à mesure, vous allez vous habituer à cela. Vous allez progresser petit à petit pour pouvoir aller un peu plus. Il faut pouvoir vraiment se donner les moyens. Si vous ne vous donnez pas les moyens, ça ne viendra pas comme ça. Donc, il faut s'engager, se dire, ça va changer dans mon foyer. Nous allons créer un climat qu'il faut et nous allons communiquer. Voilà un peu ce que je peux partager avec vous par rapport à la communication. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des témoignages, vous pouvez aussi rendre, etc., etc. Donc, jusque-là, j'ai parlé. J'espère que j'ai parlé avec amour et j'espère que vous m'aviez écouté. Maintenant, moi, j'aimerais vous écouter, sinon c'est un monologue, ce n'est plus la communication. Et ce n'est pas bon, le monologue. Je vous ai parlé, vous m'avez bien écouté, je suppose, de manière religieuse. C'est ce qu'on doit le faire dans le couple. Maintenant, je vous écoute, à vous aussi de parler. Si vous ne parlez pas, vous voyez, ce ne sera pas riche. Donc, exerçons-nous, appliquons ce que nous voulons de voir. Merci Alors, beaucoup. je vous écoute. Merci à M. Sobia. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé. C'est tellement intéressant d'entendre ces choses-là qui, en fait, je pense que chacun de nous s'est retrouvé quelque part dans ce que vous avez dit. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions?
N'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour apprendre ce soir et puis l'intervention des unes et des autres sera enrichissante pour la communauté que nous représentons ce soir. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Levez juste la main et comme ça, on vous donne la parole. Alors, il y a Eldora qui a une question. Eldora, est-ce que Eldora peut ouvrir son micro? En attendant, il y a Denise. Alors, on va peut-être prendre d'abord la question de Dosso, parce que Denise a la main levée depuis tout à l'heure. On va prendre la question de Dosso. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Dosso. Alors, moi, la question est la suivante. Lorsqu'on écoute, c'est-à-dire qu'on se prédispose et on écoute son interlocuteur, est-ce à dire qu'on ne doit pas réagir ou on peut réagir? Et dans ce cas-là, effectivement, va avoir un échange. Et moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que quand, je le disais dans le chat tout à l'heure, c'est que quand on parle, enfin, quand on a fini d'écouter et qu'après on répond, en tout cas, quand on échange avec l'autre personne et qu'on n'est pas d'accord avec le point de vue, la personne, en fait, se frustre et après dit, ben voilà, tu ne m'as pas écouté. Donc, je voudrais savoir, avoir votre avis là-dessus. Oui, écouter ne veut pas dire valider, hein. Vous m'avez écouté, par exemple, j'ai fait un exposé, vous pouvez être d'accord pour ne pas être d'accord. Donc, écouter, ce n'est pas dire, à supposer que celui qui est en face me dit 3 égale à 1 plus 0. J'ai écouté, il a dit 3 égale à 1 plus 0, mais ça ne veut pas dire que 3 égale à 1 plus 0. Donc, écouter, ce n'est pas valider. Et ça, maintenant, vous pouvez ne pas comprendre pleinement ce que l'autre a dit. Vous pouvez lui poser des questions de clarification. Vous pouvez reformuler la chose pour dire, est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? Est-ce que je comprends vraiment? Mais quand on parle d'écoute ici, c'est ne pas écouter avec des préjugés. Ne pas écouter avec des idées arrêtées. C'est se mettre à la place de l'autre, chercher à comprendre ce qu'il est en train de dire. À supposer que, par exemple, je donne un exemple, une femme qui, je m'excuse, vient d'accoucher et qui arrive à la maison avec le bébé. Elle a accouché par césarienne, elle arrive à la maison, je m'excuse, et son mari dit, bon, j'aimerais qu'on ait des rapports sexuels. J'ai écouté, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. Mais mon état de santé ne me permet pas d'avoir une vie sexuelle avec toi. Je viens de sortir de césarienne. Donc, je dis, j'ai bien compris. Maintenant, c'est la manière de répondre qui est extrêmement importante. Je sais que tu es mon mari, je t'aime beaucoup, je sais que tu as envie, mais sincèrement, j'ai très mal au ventre. Sincèrement, il y a ça, il y a ça. Je comprends tes douleurs ou je ne sais pas quoi, mais laisse-moi me reposer quelques jours, récupérer, retrouver mes forces, et puis on pourra après parler encore de vie sexuelle. Mais, donc, vous avez bien compris ce qu'il a demandé. Mais votre état de santé ne vous permet pas. Vous sortez de césarienne avec des blessures, donc vous ne pouvez pas avec des douleurs. Donc, écouter ne veut pas dire donner une réponse favorable forcément. À supposer que votre femme vous demande, bon, vous gagnez 1 000 euros et votre femme vous demande de vous donner 800 euros pour aller acheter un cellulaire. Si vous donnez 800 euros sur les 1 000 euros, ça va être difficile. Donc, j'ai bien compris ta demande, tu aimerais que je te fasse plaisir, ceci, cela, j'ai bien compris, j'ai bien écouté, mais je n'ai que 1 000 euros. Si je donne 800 euros dans les 1 000 pour que tu achètes le cellulaire, mais comment on va payer la facture d'électricité? Comment on va faire ceci? Bon, je ne sais pas comment. Donc, il y a une manière maintenant. Si vous dites, oh, toi, tu es tu es une dépensière, tu es toujours comme ça, cela, tu sais, là, c'est ne pas parler avec amour. Mais vous avez bien compris, vous l'avez bien écouté, mais vous ne pouvez pas, sur 1 000 euros de salaire, vous ne pouvez pas donner 800 euros pour qu'on achète un cellulaire. Donc, écouter, ce n'est pas valider, mais c'est comprendre. Maintenant, c'est ma manière de répondre aussi qui va être
démontrer mon amour pour l'autre ou pas. Donc, écouter, ce n'est pas valider l'autre, sinon ce n'est plus l'écoute aussi non plus. D'accord. Merci, Monsieur Sobia. On va prendre une autre question. Alors, il y a Yao qui dit, la question c'est, j'ai l'habitude de constater que lorsque tu ne dis pas ce que l'autre pense, ça bouleverse la communication et l'autre est fermé au dire de l'autre et c'est très frustrant. Bon, là, je crois comprendre. C'est-à-dire, des fois, dans le couple, il y en a qui veulent manipuler l'autre ou il y en a qui veulent imposer leurs idées. Donc, quand il vient pour discuter, en réalité, ce n'est pas pour discuter, il vient pour imposer son point de vue. Là, on n'est plus dans l'échange. Okay. L'échange, c'est que je te dis ce que je pense et je te donne la possibilité de réagir. D'accord. Mais il y en a qui viennent, bon, souvent, je m'excuse, par exemple, lorsque vous avez en face de vous un mari dictateur, dominateur, bon, quand il parle, bon, on exécute comme dans l'armée. Dans l'armée, lorsque le général parle, ben, le soldat ne discute pas. Et donc, lorsque vous commencez par donner votre point de vue, l'autre se braque parce que pour lui, il n'y a pas de discussion. Et ça, c'est l'orgueil des fois, c'est un certain nombre de paramètres. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus de communication. Ça, c'est le monologue en réalité. Et la personne qui a ce comportement doit travailler par rapport à cela pour qu'on ne soit plus dans le monologue, mais qu'on soit dans la communication qui suppose l'échange. Je dis, c'est comme ce que je suis en train de partager avec vous pour ne pas être d'accord avec moi. Et donc, c'est des échanges. D'accord. Donc, dans le couple, on doit pouvoir échanger, mais malheureusement, il y en a qui ne sont pas disposés. L'homme, des fois, c'est la dictature, j'ai dit un point tiré, ou des fois, c'est la femme qui manipule, bon, fait, etc. On doit pouvoir être honnête, échanger de manière claire et trouver ce qui est bon pour le couple. D'accord. Le mari ne doit pas penser que c'est lui qui a toujours les meilleures idées. La femme ne doit pas toujours penser qu'elle a toujours les meilleures idées. Ça, ce sont des obstacles à la communication. Lorsque vous dites, c'est moi, j'ai toujours les meilleures idées, ben, vous n'écoutez plus l'autre. Mais chacun de nous est intelligent, chacun de nous est très bien dans tel ou tel domaine. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Sobia. On a deux mains levées. Je vais rebondir en fait sur quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant aussi en mon sens. Comme vous avez dit, en tout cas, le mari ou la femme qui a l'impression que c'est elle qui a toujours raison parce qu'elle pense qu'elle est plus intelligente que l'autre. Ça découle aussi de l'éducation, comme vous avez dit tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on n'a même pas conscience de notre mode de fonctionnement parce que pour nous, c'est quelque chose dans laquelle on a toujours baigné, on a toujours vu faire comme ça. Donc, pour nous, c'est la norme, c'est comme ça que ça doit se faire. Et souvent, on n'entend même pas, en fait, lorsque l'autre nous reproche ou lorsque l'autre nous dit ou lorsque l'autre nous dépeint en notre façon de réagir. Donc, comment faire dans ce cas-là? Parce qu'il y a une prise de conscience quelque part qui doit être faite. Alors, comment emmener l'autre à cette prise de conscience-là, de lui faire réaliser en fait que son système de communication ne peut pas marcher dans notre couple? Comment on arrive à emmener l'autre à ce niveau de conscience-là? Le grand danger, déjà, généralement, c'est tomber dans la résignation. Il est comme ça, il ne changera jamais. Donc, on tombe dans la politique d'autruche. On fait semblant de ne plus voir et puis bon, on se dit, bon, tant que c'est comme ça, il y a la paix. Mais c'est une paix précaire parce que, bon, peut-être au temps de nos arrière-grands-mères, bon, elles avalaient tout et puis bon, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile avec notre société. On a du mal à accepter ça. Donc, se résigner pour dire, c'est comme ça, je ferme les yeux dessus, un jour, ça va péter. Il faut petit à petit amener son conjoint ou sa conjointe, dire, mais écoute, je ne suis pas comme la servante dans la maison, même la servante, des fois, même c'est bien d'échanger avec la servante. Je ne suis pas comme des meubles dans la maison. Même avec nos enfants, quand il s'agit de certaines choses, c'est toujours bien de demander leur point de vue. Ah, bientôt Noël, où est-ce que vous aimeriez qu'on passe les vacances, ceci ou cela. Et donc, il faut constamment attirer l'attention de son conjoint ou sa conjointe sur le sujet et dire que
si tu ne m'écoutes pas, c'est que tu ne me valorises pas, je me sens inutile dans la maison. Et si je suis inutile, je ne peux pas m'épanouir. Le danger, souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'infidélité de la femme ou de l'homme qui viennent de cette situation. Une femme qui est à la maison, qui ne se sent jamais écoutée, qui ne trouve jamais d'oreille attentive pour l'écouter, mais qui au bureau trouve un collègue de service qui lui ouvre bien ses oreilles, la tentation pour qu'elle se retrouve dans les bras de ce collègue de service est très élevée. Et c'est des choses qu'il faut dire dans les deux sens aussi. Hein. Un homme qui ne trouve pas une femme qui est capable vraiment de l'écouter, il a des difficultés, peut-être que cet temps-ci ne gagne pas assez d'argent, il en parle et puis bof, ça rentre, l'oreille gauche, ça sort à droite. Ça peut causer des problèmes si au bureau, il y a une secrétaire ou une collègue qui l'écoute religieusement, il se sentira important et il peut se retrouver dans l'infidélité. Les causes d'infidélité, des fois, viennent de là. Il faut attirer l'attention de son conjoint sur ces choses pour dire, à force de ne pas m'écouter, ça peut conduire à cela. Je ne suis pas en train d'encourager, mais c'est de montrer les dangers. Et si on parle des dangers, je pense que s'il tient à vous, elle tient à vous, il va se ressaisir. On peut tomber même malade, gravement malade, simplement parce qu'on n'a pas un mari ou une femme qui vous écoute. On a besoin, surtout, on est dans un monde de stress. On a besoin de quelqu'un avec qui partager ses stress, partager ses inquiétudes. Et la personne indiquée, c'est votre mari ou c'est votre femme. Parce que dehors, lorsque vous parlez de vos problèmes, ça peut se retourner contre vous. Il faut savoir à qui se confier. Donc, on a du mal à se confier à quelqu'un dehors. Mais si encore à la maison, je ne peux pas trouver une oreille attentive, c'est dangereux. Donc, c'est montrer les conséquences à l'autre. Ce n'est pas que chaque jour, on lui dit ça, mais il faut attirer son attention dessus. Et je crois que petit à petit, il va pouvoir, enfin, s'il tient à votre foyer, il va faire l'effort pour changer les choses. En tant que chrétien, il faut aussi prier par rapport à cela. Mais c'est vraiment attirer l'attention de la personne sur les dangers. Les dangers. C'est comme si vous allez voir un médecin. Vous parlez au médecin, vous expliquez, ici ne vous écoute pas. Comment il pourra vous prescrire des médicaments? Il faut qu'il vous écoute pour pouvoir faire un diagnostic. Donc, on a besoin vraiment de l'écoute. Et dans la maison, à tout moment, chacun de nous deux, on est un peu malade. Bon, pas malade physiquement parlant. Mais on a tous, à tout moment dans la maison, besoin d'un docteur, quelqu'un, ça c'est le mari ou la femme qui vraiment va vous écouter, qui simplement à la fin, même s'il n'y a pas une solution, c'est de dire, ah, du courage, ça va aller. Ce n'est pas forcément qu'on a une solution. Mais le seul fait d'écouter à la fin, dire, oh, du courage, ça va aller, bon, c'est la vie, on va prier, Dieu va nous aider, bon, c'est la vie, ça va aller. C'est tout ce qu'on entend des fois de vous. C'est pas, si ma femme me pose un problème de 5 milliards, elle sait que je n'ai pas 5 milliards, mais à la fin, c'est mon comportement qui va jouer. Ah, chérie, vraiment, si je pouvais avoir ces 5 milliards aujourd'hui, là, j'allais le faire. Hein. Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour t'aider? Tu es ma femme, mais je n'ai pas. C'est tout. C'est vrai. C'est tout. Exactement. Merci beaucoup, M. Sobia. Je pense qu'on va essayer de raccourcir les réponses pour qu'on puisse prendre plusieurs questions. Il y a Eldora qui veut prendre la parole. Eldora, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Madame Eldora. Merci pour la parole. En fait, j'ai 2 questions. Oui. La première est celle-ci. Comment faire lorsque vous êtes dans une conversation, une communication, et que vous n'avez pas su vous entendre? Et après, vous ne prenez pas de conclusion, chacun va de son côté. Et l'homme, par exemple, il se sent en fait frustré, il tire la couverture de son côté, ne veut plus parler, ne veut plus réagir, ne veut plus rien faire parce que vous n'avez pas peut-être eu une bonne communication. Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle-ci. Que faire face à un homme qui, toutefois, vous voit, par exemple, causer avec des amis
mais qui pensent toujours négativement. Pensons peut-être que tu causes avec ces personnes, il va toujours avoir quelque chose, il va toujours vouloir une relation. Que faire par rapport à ce genre de réaction, en fait? Voilà mes deux questions pour l'instant. Merci. Merci à Madame Merci. Eltora pour la question. Oui, ici, pour répondre à la première question, le fait de communiquer, d'échanger ne veut pas dire que séance tenante, on va trouver une solution à tous les problèmes. Mais c'est à force de communiquer, d'échanger, d'avoir de nouvelles informations. Tout ceci vous permet de mieux comprendre la situation. Je prends ce couple. Le monsieur, il est européen et la femme est africaine. Le monsieur souhaiterait, il vivait en Afrique, le monsieur souhaiterait que bon, les enfants restent à l'internat en Europe pour s'habituer à la culture européenne. La femme, elle dit, nous sommes en Afrique et les enfants sont encore très mineurs, sont des mineurs, c'est dangereux, c'est cela. C'est mieux que les enfants restent avec nous jusqu'à la classe de terminale. Après le bac, ils vont faire l'université en Europe chez toi. Quand on regarde de près les arguments de part et d'autre, ça tient la route. Mais il faut décider. Donc, communiquer ne veut pas dire que tout de suite, forcément, séance tenante, on va trouver solution à tous les problèmes. Je prends un autre cas. Il y a un couple, ils ont eu une forte somme. La femme dit, j'aimerais qu'on prenne cet argent pour vraiment acheter une maison, pour maintenant se retrouver dans notre propre maison, au lieu d'être toujours en location. Le monsieur dit, j'aimerais qu'on prenne cet argent pour se lancer dans telle affaire. Je suis convaincu qu'au bout de 4 ans, on aura, au lieu d'une maison, on aura 4 maisons. Ça tient la route les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, la communication, ce n'est pas la clé magique, la solution à tous les problèmes. Vous pouvez même tous les deux avoir même tort, même dans ce que vous avancez. Donc, le fait de dire ce que l'on pense ne veut pas dire que c'est la vérité. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui urge, il est mieux donc d'attendre et de continuer à réfléchir, de chercher à avoir davantage plus d'informations, parce que plus on a d'informations sur un sujet, et plus il est facile de prendre des décisions. Donc, on n'est pas obligé tout de suite de tirer une conclusion. Maintenant, s'il y a une urgence, c'est autre chose. Donc, malheureusement, lorsque un pense qu'il est plus intelligent, c'est lui qui connaît tout, bon, il a dit, c'est fini. Non, c'est comme vous voyez une voiture, vous l'achetez une voiture, vous voyez la voiture, apparemment, elle est belle, bon, on va acheter. Et des fois, on achète dans la précipitation et 2 ou 3 mois après, on se rend compte que, en réalité, ce n'était pas une bonne affaire. Donc, il faut prendre le temps d'écouter les avis, etc., réfléchir, avoir davantage d'informations. Mais si un des conjoints est impatient, un des conjoints pense que c'est lui, il a les révélations, etc., ça force la communication. Si en principe on est honnête, une première fois, 2 fois, 3 fois, on a échoué en faisant les choses dans la précipitation ou bien en imposant ses points de vue et la suite donne tort, si on est humble, on doit se rendre compte et dire, ah, plusieurs fois j'ai imposé mon point de vue, mais voici ce que ça a donné. Mais là où ça pose problème, lorsque la personne continue toujours sur ce chemin et veut toujours imposer ses idées, et la suite donne tort, ça pose problème. Donc, dans un premier temps, en tant que femme ou en tant que mari, je peux fermer les yeux. Bon, s'il tient à ça, je ferme les yeux. La suite vous donnera raison à l'un ou l'autre. Si ce n'est pas quelque chose moi, je vais dire, de très important. Et donc, 2 ou 3 fois, quand la suite lui donnera tort, on pourra tirer les leçons. Donc, vous pouvez dans un premier temps fermer les yeux dessus. Il dit qu'on achète la voiture comme ça, prenons le temps de réfléchir. Non. OK. 2, 3 décisions comme ça. Et puis chaque fois, après, il dit, chérie, tu vois, chaque fois, tu imposes tes idées. Je te suis, mais regarde les conclusions. Donc, ça peut être une manière. On ferme les yeux. Et après, bon, les résultats sont là. Si l'autre personne, comme je l'ai dit, est humble, va se rendre compte et va travailler par rapport. Pour revenir à la deuxième question,
c'est aussi des fois un problème de confiance. S'il y a assez de confiance dans la relation, il n'y a pas de raison pour que, bon, dès qu'on me voit en train de sourire avec quelqu'un en train de parler, bon, ça pose problème. Mais ça peut être aussi, si vous n'avez pas l'habitude de rigoler ensemble, quand il veut ou elle veut rigoler avec toi, il y a toujours blocus. Maintenant, quand tu es avec tes amis, tu souris, on ne te reconnaît plus. Bon, l'autre se pose des questions. Comment se fait-il qu'avec moi, tu as du mal à communiquer, tu ne veux pas du tout communiquer, mais quand tu es avec tes amis, c'est toute une autre personne. Et là, il va falloir s'asseoir honnêtement et discuter, chercher à savoir pourquoi, quand tu es avec tes amis, tu es plus vraiment enthousiaste, tu parles plus. Ça peut être dur. Ça peut être la faute de la personne elle-même ou ça peut être le comportement du conjoint qui fait que, bon, quand je suis avec toi, je ne me sens pas libre, donc du coup, c'est le service minimum, mais quand je suis avec mes amis, je suis plus à l'aise, je parle. Donc, il faut chercher à comprendre plus. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Si on n'arrive pas à, tous les deux à trouver une solution, c'est toujours bon d'aller vers un coach conjugal qui va vous écouter et va vous aider à trouver les solutions. Donc, des fois, à deux, on peut ne pas trouver une solution par rapport à certains problèmes. Je prends l'exemple. Dans la Bible, il y a Marie et Marthe qui ont reçu Jésus à la maison. Il y a une qui est assise en train d'écouter religieusement Jésus et l'autre est en train de s'affairer pour faire manger à Jésus. Et à un moment donné, elle était frustrée. Elle dit, mais Jésus m'a dit quelque chose à ma soeur, tu es venue tout le temps, c'est moi, je suis en train de démerder pour te faire manger. Et puis elle est là, assise en train de t'écouter. Elle était convaincue qu'elle avait raison. Mais sa sœur aussi était convaincue qu'elle avait raison parce que pour elle, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Donc, il faut profiter pour vraiment écouter la nourriture, c'est secondaire. Donc, c'est une situation où chacune apparemment avait raison. Donc, il arrive des situations où on se retrouve dans le même cas de figure de Marie et Marthe, où quand on regarde de près, on peut dire que chacune avait raison. Heureusement, ici, il y a une troisième personne, donc qui est Jésus, que je pourrais comparer au coach ici, et qui, ayant un certain niveau supérieur, va dire, mais non, Marie a choisi la bonne part, mais toi, tu t'occupes des trucs secondaires. Donc, il arrive souvent dans le couple qu'on soit dans la situation de Marie et Marthe. Et donc, et c'est là aussi l'important de l'écoute. Si on s'écoute réellement, c'est un peu plus facile de se rapprocher l'un vers l'autre. Mais si on n'arrive pas à se rapprocher comme Marie et Marthe, choisissons une troisième personne. Ici, c'était Jésus, le coach conjugal qui saura vous amener à comprendre autrement les choses et à vous orienter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et aussi derrière la question de Eldora, dans sa première question, on peut voir aussi une sorte d'ego d'une partie ou de l'autre. Ça peut être même de la femme ou de l'homme où chacun essaie d'avoir raison. Parce que comme vous avez dit, si ça se trouve, le mari, il a peut-être raison de façon habituelle. Donc, dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller dans son sens lorsqu'il y a des décisions à prendre? Si c'est lui qui a peut-être de bonnes propositions à faire dans un domaine donné, et peut-être que la femme aussi dans un autre domaine, mais comme chacun a envie de tirer la couverture sur soi, ça pose ce problème-là en fait. Donc derrière ça, il peut y avoir aussi une sorte d'ego des deux côtés. Et derrière le fait que le conjoint est inquiet lorsque sa conjointe discute avec d'autres personnes, se cache aussi peut-être un problème d'estime de soi. Parce qu'il y a de ça aussi. Si je n'ai pas confiance en moi, je me sens en permanence en danger. Parce que effectivement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle parle avec d'autres personnes et je me sens pas stable en fait. Et donc, voilà un peu ce qu'on pourrait rajouter à la question d'Eldora. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Il y a Mme Kinda qui a la main levée depuis tout à l'heure, donc nous allons lui donner la parole. Mme Kinda, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, Mme Kinda. Bonsoir, modératrice. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est la suivante. Que faire lorsque la communication se termine mal? Que faire lorsque la communication entre conjoints se termine mal, de façon houleuse? Quelle attitude doit-on adopter? C'est là ma question.
OK. D'abord, il faut répertorier les domaines dans lesquels vous avez du mal à vraiment discuter. Ça peut être, ça varie sur les couples. Selon certains couples, ça peut être l'argent. Quand il s'agit de parler d'argent, ça se termine très mal. D'autres couples, quand il s'agit des beaux-parents, on peut parler de tout dans la maison, mais il ne faut pas parler de ça. Mais quand tu tous parles de ça, mais là, il n'y a pas là. Pour d'autres, ça peut être les enfants, etc. Donc déjà, c'est savoir les domaines dans lesquels vous avez du mal vraiment à discuter calmement. Sur certains sujets, peut-être vous arrivez à discuter très calmement. Par contre, pour d'autres, vous avez du mal à bien discuter. Il faut voir ces domaines et chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière ces problèmes. Ça peut être une enfance malheureuse, ça peut être des viols, ça peut être ceci. Ce qui fait que les discussions, quand on aborde, c'est comme s'il y a une plaie qui est là et chaque fois qui n'est pas bien cicatrisée, dès qu'on met le doigt dessus, ça sursaute. Il faut chercher à savoir ces domaines dans lesquels vous avez du mal à vraiment discuter calmement. La deuxième chose, dans toute discussion, il faut comprendre que nous n'aurons pas toujours les mêmes points de vue. Mais le fait de ne pas avoir les mêmes points de vue ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes toujours des amis, mais nous avons des points de vue différents. Moi, je peux dire 3 égale à 1 plus 1 plus 1, et l'autre peut dire 3 égale à 2 plus 1. Il faut pouvoir être d'accord. Et c'est des choses qui aident à discuter calmement sans que ça ne débouche autrement. Malgré tout ça, si la situation s'est posée, il faut à la fin chaque couple doit trouver une phrase pour désamorcer les choses. Et tous les deux, vous devez faire le jeu. Évitez par exemple que ça devient houleux. La femme peut se fâcher pour aller dormir dans la chambre des enfants. Ce n'est pas une bonne chose. L'homme peut se fâcher, je ne mange pas ta nourriture. Non, ce n'est pas une bonne chose. Généralement, c'est ce genre de comportement, ce n'est pas bien. C'est toujours se dire, on n'a pas pu se comprendre, tu demeures mon mari, tu demeures ma femme, on doit revenir dessus. Donc, se dire pardon mutuellement, tout à l'heure, j'ai haussé le ton, la femme peut dire à son mari, tout à l'heure, on a discuté, j'ai dû dire des choses qui t'ont blessé, j'ai certainement haussé le ton, je te demande pardon et je souhaiterais que après on revienne sur la discussion. Le mari aussi peut ma chérie, tout à l'heure, je vois que ça s'est mal terminé la discussion, mais tu es toujours ma femme, je te demande pardon. Laissons tomber, on va revenir encore sur la discussion après. Donc, il y a des discussions, il y a des sujets de discussion qu'on peut même pendant un mois revenir de temps en temps pour vraiment discuter jusqu'à trouver une solution. Donc, on ne s'est pas dit que si on s'assoit, on doit trancher et puis c'est fini. Donc, si ça s'est mal terminé la discussion, il faut se présenter mutuellement les excuses et se dire on va revenir plus tard sur le sujet. Et en temps, prier surtout par rapport à cela. Seigneur, tout à l'heure, la discussion a été très houleuse. On s'est dit des mots peut-être blessants. Je te demande pardon pour ça. Permets-nous, apaise nos cœurs, permets qu'on puisse revenir dessus. Et vous revenez après dessus. Mais la mauvaise attitude est chacun reste dans son coin, bout de l'autre, et on reste dans la maison des jours, on se met des sparadraps, on ne se parle pas, ce n'est pas du tout intéressant. La Bible nous dit que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère. Et il faut faire tout ce qui est de possible pour ne pas vivre, se tourner dos. Donc, comme la communication n'est pas la solution tac-tac pour toute situation. Lorsque l'un commence par monter le ton, il faut pouvoir lui dire, chérie, pourquoi tu es en train de monter le ton? On n'est pas en guerre. Bon, ok, arrêtons la discussion. Il faut que lorsqu'un commence par aller dans tous les sens, que l'autre lui rappelle qu'on n'est pas des ennemis. S'il n'écoute pas, tu dis, ok, chérie, c'est ça, arrêtons la discussion, on va revenir. Et tu prends ta distance pour qu'il puisse se calmer et puis après, on revient. Mais ce n'est pas aussi facile dans les faits parce que lorsque un se met en colère, commence par envoyer des flèches, l'autre aussi, on se dit, écoute,
je suis capable aussi de t'envoyer des flèches. Et on envoie et puis on tombe dans une forme de spirale et ce n'est pas bon. Comme on dit, il faut être deux pour faire palabre. Lorsque un monte le ton et n'arrive plus à se contrôler, il faut que l'autre lui rappelle la devise de cette maison. La devise de la maison, pas de bagarre dans notre maison. On dit, chérie, tu n'es pas mon ennemi, pas de bagarre. Et puis, vous pouvez vous éloigner un peu le temps que ça se calme, etc. Donc, c'est de trouver des astuces, vous entendre aussi sur ça. Chérie, tu vois que nos discussions, des fois, ça se termine comme ça. Trouvons des moyens pour ne plus échanger de la sorte. Et vous allez trouver des formules. Pour certains, c'est dit, tu es ma chérie, hein, pourquoi tu fais ça? Enfin, trouver quelque chose. Et donc, c'est quelque chose sur laquelle tous les deux, vous devez travailler, vous devez vous entendre et travailler par rapport. Et petit à petit, vous allez apprendre à avoir des discussions apaisées. On peut ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est ennemis, c'est extrêmement important. On peut ne pas être d'accord, mais le dire calmement, on n'a pas besoin de crier avant de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Donc, savoir se maîtriser, c'est tout un travail. Et Madame Traoré est là, elle travaille beaucoup dans le domaine du développement personnel. Vous pouvez aller vers elle. Si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont cette difficulté, vous pouvez la contacter à inbox après. Elle peut vous aider parce qu'elle travaille beaucoup dans le domaine du développement personnel. Donc, c'est des problèmes de personnalité. Il faut travailler par rapport à cela pour pouvoir être quelqu'un de calme, quelqu'un de compagnie agréable, quelles que soient les situations. On peut ne pas être d'accord, mais on est toujours des amis. Merci beaucoup. Merci, M. Sobia. Merci à Mme Kinda pour la question. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. Et c'est vrai, vous avez mentionné aussi la prière et c'est vrai que la prière aide beaucoup. Parce que quand on sort, comme Mme Kinda l'a dit, des discussions très houleuses comme ça, c'est compliqué de revenir vers l'autre. Et des deux côtés, en fait, personne n'ose revenir vers son conjoint parce que quelque part, chacun a été blessé puisqu'on s'est dit des mots forts. Et quand c'est comme ça, c'est la prière qui aide beaucoup parce que c'est dans la prière, en fait, parce qu'en ce moment-là, il n'y a personne qui revient vers l'autre pour demander pardon. Donc, chacun attend que l'autre fasse le pas, mais personne ne fait le pas. Et c'est dans la prière que Dieu va venir apaiser nos cœurs, notre cœur et venir restaurer en fait notre âme. Et c'est en ce moment-là qu'on va avoir la force. Dieu va nous donner la force pour pouvoir aller vers l'autre et pour pouvoir rétablir la communication. Donc, vraiment, la prière, ça aide beaucoup lorsque c'est chaud, lorsque c'est compliqué, lorsque vraiment on ne sait plus où mettre de la tête. Parce que, comme l'a dit M. Sobia, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est des ennemis. Si on s'est mis ensemble, c'est parce qu'il y a de l'amour. Donc, ça devient compliqué quand dans la communication, on n'arrive pas à se parler, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes des ennemis. Donc, vraiment, moi, j'encourage beaucoup les personnes à chercher avant tout la réconciliation et la prière aide beaucoup dans ce sens-là. On va prendre M. Akossi ou Mme Akossi qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Monsieur ou Mme Akossi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour l'opportunité qui est offerte. Alors, il y a un proverbe qui dit tous les hommes ont le même père et toutes les femmes ont la même mère. Bon, ce n'est pas pour généraliser, mais dans la communication, moi, de ce que j'ai entendu et de mon expérience personnelle, la grande difficulté, c'est de savoir quel type d'écoute est attendu. Parce que quelquefois, quand on communique, quand on parle, on s'attend, par exemple, on commence, par exemple, nous les hommes, à essayer de trouver une solution tout de suite ou à donner notre avis alors que ce n'est pas ce qui est attendu. Et d'autres fois, dans la communication, ça sera un avis qui est attendu et certaines fois, ça sera une solution. Et souvent, c'est très difficile de savoir quel type d'écoute est attendu. Bon, avec l'expérience, on arrive en connaissant son conjoint, sa conjointe à le faire, mais ce n'est pas si évident que ça. Et donc, moi, je voulais avoir l'avis de M. Sobia par rapport à cette question-là. Merci. Oui, je pense que lorsque vous venez d'écouter votre femme, votre mari, vous pouvez lui poser la question après, qu'est-ce que tu attends de moi? Concrètement, qu'est-ce que tu attends de moi? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, concrètement parlant? Ou bien, qu'est-ce que tu... Enfin, poser la question de manière claire.
des fois, on pense, c'est comme, je dis quelque chose. Il y a un couple qui m'a, pour me faire plaisir, ils m'ont invité dans un restaurant il y a quelques jours. Bon, ils ont beaucoup dépensé. Et puis après, je me disais, bon, ils voulaient me faire plaisir, mais tout ce qu'ils ont dépensé là, s'ils m'avaient donné ça, je vais pas acheter plusieurs paquets de ciment pour faire ma construction. Bon, je disais ça dans mon cœur après pour rigoler. Parce que je vois ce qu'ils ont dépensé. Bon, avec ça, j'aurais pu faire ça. Des fois, posons la question. Donc, c'est de poser la question. On veut faire plaisir. Peut-être que, bon, en ce moment, quelqu'un peut me faire plaisir, m'offre une paire de chaussures qui coûte, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, qui coûte peut-être 300 euros. Bon, si on est proche, c'est dit, mais écoute, j'ai 300 euros, qu'est-ce que tu aimes? Enfin, on peut poser la question. Donc, il faut poser la question à votre femme ou à votre mari pour dire, qu'est-ce que tu attends de moi? Une solution, qu'est-ce que tu attends de moi? Si on n'est pas sûr. Donc, l'écoute, une fois de plus, ce n'est pas qu'après l'écoute que vous êtes, je m'excuse, Dieu pour deviner forcément, etc. Il y a des questions de clarification. Tout ça montre l'intérêt que vous avez. C'est lorsque on ne pose des questions, je m'excuse, pour ironiser ou bien pour ridiculiser, pardon, ça fait mal. Mais lorsque votre question, ça montre votre intérêt, c'est comme là, les uns les autres posent des questions. Ça montre l'intérêt que vous avez pour la chose. Il y a des choses peut-être que je n'ai pas su bien dire et donc j'essaie de reprendre d'une autre manière. Donc, on pose des questions pour bien se situer. Donc, il faut poser des questions à son conjoint, à sa conjointe. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'aimerais ça par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça correspond à ce que tu attends de moi? Et c'est tout ça la communication. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Monsieur Akossi? Excusez-moi, j'ouvrais mon micro. Oui, ça répond plus ou moins à la question. Parce que quelquefois, poser cette question-là, alors je ne veux pas généraliser, ça fait comme si on ne connaît pas la personne. La personne s'attend à ce qu'on sache. Vous dites on n'est pas Dieu, mais la personne s'attend à ce qu'on sache ce qui est attendu. Et c'est là la difficulté de l'exercice. Et c'est ce qui est. Voilà. Mais on peut poser la question dans certaines circonstances. Effectivement. Oui. En tout cas, merci. Si la même chose s'est déjà répétée 2, 3, 4 fois, bon, la personne se dit, écoute, quand même, il y a eu la même situation 4, 5 fois, donc tu sais déjà la réponse à vous. Mais des fois, ça, c'est un peu la femme. Je prends cet exemple. Hein. Il y a un couple, ça n'allait pas, donc le monsieur a quitté la maison et il allait s'installer ailleurs. Et puis après, il m'a contacté, j'ai essayé de les rapprocher tous les deux, de les rapprocher, d'écouter, de les rapprocher. Et puis à un moment donné, la femme a trouvé que bon, maintenant, il serait bien que le monsieur revienne à la maison, que bon, le climat maintenant, c'est assez correct, c'est bon, bref. Un soir, vers les 21h, ils ont un grand-fils qui est en 3e année d'université. Un soir, vers les 21h, elle appelle son mari pour dire qu'il y a des salamandres dans la chambre. Alors, le mari dit, mais écoute, appelle notre fils là, qui tue les salamandres. Il faut appeler Jacques là, qui tue les salamandres. Et puis, bon, elle s'est tue. Au fait, elle est en train de dire, il est temps maintenant que tu reviennes à la maison. À cette nuit-là, si tu viens, tu tues les salamandres, il n'y a même pas de salamandres. Même si on avait, tu tues salamandres, le temps de tuer salamandres, les zéros, tu ne vas plus partir, tu dors là et tu reviens. Donc, il y a des choses, bizarrement, quand on était fiancés, on arrive à vite comprendre quand elle parle de salamandre. Et bizarrement, quand on est marié, quand elle parle de salamandre, de cafard, on ne sait plus ce qu'elle est en train de dire. Bon, ça énerve la femme. Des fois, elle souhaite que tu comprennes à demi-mot certaines choses que tu anticipes. Pour elle, c'est que tu l'aimes vraiment, tu la connais, donc à demi-mot, déjà, tu anticipes. Là, ça lui fait vraiment plaisir. Et quand on n'arrive pas à comprendre à demi-mot, à anticiper, ça la frustre. Bon, il faut pouvoir anticiper. Quand elle sait elle sait que son fils est là, mais si elle t'appelle pour parler de salamandre, écoute, il faut comprendre. Mais malheureusement, des fois, comme on dit en français ivoirien, marié avec
les années, on devient gaou et puis on comprend plus les choses à demi-mot des fois. Et ça frustre. Là, je comprends, ça frustre. Mais il y a des situations où, effectivement, on ne peut pas toujours comprendre. Donc, on pose des questions de clarification. Et bon, c'est à elle aussi de comprendre et de ne pas vous en vouloir. D'accord. Merci. Merci, M. Sobia. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des non-dits des femmes de façon générale. Hein, et puis, bon, je pense que je me retrouve aussi là-dedans et je pense que plusieurs femmes ici se retrouvent aussi dans ce que vous avez dit. Ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est que au niveau des femmes que ça se passe? Est-ce que chez les hommes aussi, je prends juste l'exemple des personnes qui n'étaient pas connectées encore tout à l'heure. Par exemple, M. Sobia a donné le cas où la femme est couchée donc, dans le lit avec son mari et qu'elle dit, est-ce que les enfants sont couchés? Mais derrière, est-ce que les enfants sont couchés? Ce n'est pas la préoccupation des enfants qui sont couchés, en fait. C'est plutôt, est-ce qu'on est sûr que la porte est fermée? Voilà. Donc, c'est un non-dit, mais derrière ce qu'elle a dit, elle s'attend à ce que le mari comprenne, en fait, le message. Voilà. Donc, est-ce que c'est que la femme qui s'exprime comme ça? Parce que c'est vrai que nous, les femmes, on a très, très souvent tendance à agir. Je pense qu'on est même diplômé là-dedans. Hein. On est diplômé pour mettre un mot sur des non-dits, pour mettre des gestes, des attitudes, pour interpréter et pour conclure en fait qu'il y a de l'indifférence ou qu'il y a de la réprobation dans les gestes, alors même que souvent il n'y a rien du tout. On calcule aussi ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, on interprète ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. On se dit souvent pourquoi il n'a pas posé cette question-là alors que je m'attendais à cette question, à ce qu'il le fasse. Donc, on est vraiment, je pense qu'on a vraiment la tête qui bouillonne comme ça chaque fois. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que ça n'existe pas aussi chez les hommes? Est-ce que c'est que les femmes qui se comportent comme ça? Oui, vous savez, il y a des hommes. Chacun de nous, il y a un côté mâle, un côté femelle en nous. Hein? Sauf que la femme, le côté femelle est beaucoup plus dominant. Chez l'homme, le côté femelle est moins dominant. Bon, il y a des hommes qui se comportent, c'est comme je m'explique, on dit, des fois on dit, mais toi tu parles trop comme une femme. On dit des fois à certains hommes comme ça. Donc, il y a des hommes qui, par leur comportement, des fois, sont un peu ce style. Hein? C'est pas que les femmes, mais c'est de manière générale. En fait, la femme aime être un peu l'énigme. Et quand tu arrives à décoder, ça veut dire que tu t'intéresses vraiment. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a des hommes aussi qui sont un peu ça et qui, c'est pas exclu s'il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Et ça fait toujours plaisir que, bon, l'autre te comprend des fois à demi-mot. Mais en principe, hein, plus les années passent et plus on doit pouvoir mieux se connaître et pouvoir comprendre à demi-mot. Quand on prend Genèse 2,24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si vraiment on s'aime, s'attacher, c'est s'aimer. Devenir, c'est au fur et à mesure, on comprend mieux l'autre, on le comprend plus facilement et à demi-mot. Les premières années, on tâtonne. Mais si on est vraiment soucieux de construire au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses que, bon, on comprend mieux comment il parle, comment elle parle. Il y a de plus en plus la confiance et il y a des choses on n'a plus à traîner dessus. Malheureusement, un couple, c'est comme un enfant qui naît. L'enfant naît, grandit et devient adulte. Mais si après 5-10 ans, on est toujours comme des enfants qui font 4 pattes, ça pose problème. Donc, le couple aussi, c'est pareil. Donc, les premières années, quand la femme dit, est-ce que la porte est fermée, est-ce que les enfants dorment, tu peux te perdre un peu. Donc, au fur et à mesure, quand les premières années, quand tu dis après, tes mains commencent par toucher, c'est fait, des trucs comme elle dit non, non. Bon, tu finis par comprendre pourquoi elle dit non. Donc, avec le temps, on comprend hein, petit à petit. Le problème, c'est que lorsqu'on ne se donne pas les moyens, on ne cherche pas vraiment à progresser. On ne comprend pas que c'est une relation qu'il faut construire. Construire suppose l'engagement, la disponibilité,
suppose tous ces éléments. Une maison, ça ne vient pas du néant comme ça. Donc, la plupart, on pense que bon, on s'aime et puis c'est fini, ça va aller sur des roulettes. Non, on s'aime, c'est pour ça qu'on est ensemble, mais on est ensemble maintenant pour travailler. Et donc, au fur et à mesure, on travaille, on apprend à connaître sa femme, on apprend à connaître son mari. Et quand tu voyages, il faut revenir avec des cadeaux. Peut-être au départ, tu ne savais pas, elle t'a boudé 2 fois. Mais si 3, 4 fois on continue de bouder, chaque fois tu voyages, il y a problème. Tu as voyagé 2 fois, tu es revenu bras ballants, on t'a boudé, quand même, il faut tirer le son. Et là, on progresse, ça, c'est devenu seul cher. 3e voyage, là, il ne faut plus revenir bras ballants. 4e voyage, 5e voyage, tu reviens du bras ballant, c'est que tu ne veux pas progresser. Donc, si on veut travailler, on veut progresser, bon, avec le temps, ces choses de part et d'autre, hein, on apprend et puis bon, ça, on progresse. Merci, M. Sobia. Merci. Oui. Il y a Mme Kinda qui a une question, pardon. OK. Vraiment, merci pour ce débat, vraiment qui vient aussi à point nommé, hein, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés. En tant que pasteur, parce que je suis pasteur, nous encadrons des couples. Et je pense qu'il y a trouvé aussi des solutions que je pourrais apporter à ces couples-là. En fait, ma question est la suivante. Est-ce que les interjections peuvent être un blocage dans la communication, à savoir les aïe, ha, popo, bon, tous ces éléments, est-ce que ça peut bloquer parfois la communication? Voilà ma question. Beaucoup même. Il faut faire très attention aux commentaires. Quand, selon votre comportement, vous pourrez encourager votre mari ou votre femme à aller jusqu'au bout de ses idées. Lorsque, par exemple, je ne sais pas, même, il faut faire très attention, très attention. Ouais, il y a pas mal de femmes, par exemple, qui ont des insatisfactions sexuelles, qui n'osent pas parler de ça à leur mari, parce que si je dis ça, il peut croire que je suis bon, comme toi, tu as fait le monde. Donc, dès que tu as fait le monde, donc c'est des commentaires qui blessent et qui font que, bon, elle ne vous parlera plus. Hein, comme toi, tu as fait le monde, comme tu as fait ceci. Dans les deux sens aussi. En tant que, lorsque votre mari peut-être vous sollicite un peu trop sur le plan sexuel, et puis, toi, tu es charnel, bon, dès qu'il aborde le sujet, toi, tu es trop charnel, bon, ça bloque la communication. Donc, il faut éviter tout comportement, tout propos de nature à décourager l'autre. C'est l'écouter sans le juger, écouter et après vous donner votre point de vue. Donc, ça revient à ce qu'on disait au début, l'écoute c'est fondamental. Et plus la personne sent que vous mettez à sa place, et plus ça permet à la personne d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les pasteurs, il y a pas mal de pasteurs des fois qui ont des difficultés à être fidèles à leur femme. Mais ils ont du mal à s'ouvrir à quelqu'un. Comment toi pasteur, hey, toi aussi pasteur, toi aussi. Mais c'est un être humain qui peut avoir des difficultés comme toute autre personne. Mais quand le pasteur vient vers vous et commence par dire, ah, je suis tenté. Et puis, ah bon, toi aussi? Bon, il n'ira plus jusqu'au bout. Or, peut-être qu'il a dépassé l'étape de la tentation, il a déjà succombé. Mais s'il dit, ah, ok, vraiment, c'est des choses qui peuvent arriver, etc., etc. D'accord, mais on peut toujours se relever. La manière d'accueillir l'idée de l'autre, je ne dis pas d'approuver, mais la manière d'accueillir l'idée de l'autre, c'est fondamental. Il ne faut pas juger, il faut pouvoir écouter la personne et l'encourager. Or, généralement, nous, on commence par juger et donc, du coup, ça bloque. Ah bon? Toi aussi, parce que tu as fait ça? Hey, toi aussi. Et il n'ira pas jusqu'au bout de ses idées. Donc, il faut éviter tout ce qui peut décourager, empêcher l'autre de vider son sac. Et souvent, nous jugeons par nos réactions et ce n'est pas bon.
D'accord. Merci, M. Sobia. Et souvent aussi, on freine la communication de l'autre aussi avec de l'impatience. Parce que Tout lorsqu'on à fait. communique et que l'autre, ou si on communique par exemple, et que moi je dis, vas-y, parle vite, je suis pressée, ou que je dis par exemple, va directement droit au but, qu'est-ce que tu veux dire? Ça bloque tout de suite la communication en fait. Ça empêche l'autre d'aller jusqu'au bout parce que du coup, on entend par là que l'autre n'est pas disponible et l'autre n'est pas disposé à écouter. Donc, ça aussi, ça fait partie des freins au niveau de la communication. Et il y a Claude qui a posé une question tout à l'heure qui dit souvent deux personnes qui ne parlent pas la même langue, comme quelqu'un qui parle le français et l'autre parle l'allemand, arrivent à cohabiter ensemble et cela peut très bien se passer. Comment c'est possible lorsque des personnes qui parlent la même langue n'arrivent même pas à bien communiquer? J'aimerais répondre à la question de Claude en disant que le langage n'est pas que verbal. Ce n'est pas qu'avec il y a le non-verbal aussi, il y a les gestuels aussi qui parlent. Et au-delà même de la communication verbale, il y a aussi l'âme, en fait, a un autre type de langage. Parce que l'âme se nourrit de la charge affective qui est associée à la parole. Par exemple, si je vous dis bonjour, ou si je vous dis bonjour, ça ne dit pas la même chose. L'âme ne comprend pas la même chose. Et souvent même, l'âme peut comprendre ça comme une injure, alors que les deux, c'est les mêmes mots. C'est le mot bonjour. Donc, la réception est très importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut parler sans communiquer. Par exemple, si je vous dis que je vous ai envoyé un email, et que vous me dites que vous n'avez pas reçu l'email, j'ai envoyé, mais vous n'avez pas reçu. Il n'y a pas de communication. Donc, si je parle et que mon auditeur ne comprend pas ce que je dis, alors je fais que parler, je ne communique pas. Donc, il faut s'assurer en fait que l'autre a bien compris le message que nous voulons faire passer. C'est pour ça que souvent, c'est important de reformuler. Quand on discute, c'est important que je reformule pour m'assurer de ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ce que tu as voulu me dire? Et souvent, on se rend compte qu'on doit reformuler au moins 3 ou 4 fois avant d'être en phase avec ce que l'autre est en train de dire. Pour dire à quel point c'est important et à quel point c'est compliqué. Parce que moi, ce que je veux te faire passer comme message, c'est peut-être pas ce message-là que toi, tu entends. Donc, c'est important d'aller vers l'autre, dans le sens de l'autre pour comprendre et pour être en phase avec l'autre, pour s'assurer que le message est bien passé. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire pour répondre un peu à la question de Claude. J'ai une vidéo que je voudrais vous montrer. Je ne sais pas si je vais réussir à vous la présenter. Ça m'a beaucoup plu. Je veux que tu m'achètes des fleurs. Mais je ne peux pas te dire que je veux que tu m'achètes des fleurs. Parce que si je te dis que je veux que tu m'achètes des fleurs, toi, tu vas m'acheter des fleurs juste parce que moi, je t'ai dit que je veux que tu m'achètes des fleurs. Moi, ce que je veux réellement, c'est que tu m'achètes des fleurs parce que toi, tu veux m'acheter des fleurs. Tu comprends? Si. Oui. Au fait, la femme, des fois que tu anticipes, le fait d'anticiper quand tu prends l'initiative, ça prouve que tu tiens à moi. Mais quand je te dis et tu le fais, tu ne prends plus. Bon, ça fait plaisir, mais ce n'est pas le même degré. Ah, merci, M. Sobia. Oui. Et c'est ça un peu la femme. Et le paradoxe, c'est que pendant les fiançailles, on arrive à anticiper les choses. On sent à distance même, on a le flair. Et on sent déjà tout de suite, et puis on anticipe. Dès qu'elle commence pas à tousser, on anticipe, et puis on va mettre le climatiseur. Quand elle commence pas, on sent tout de suite, et puis on va diminuer. Et puis bizarrement, dans le mariage, on n'arrive plus à anticiper. Pendant les fiançailles, lorsqu'elle est fatiguée, elle est couchée tout de suite là, tu vas lui chercher de l'eau, tu vas aller apporter ça. Et puis vraiment, ça répond du tac au tac. C'est le besoin en ce moment précis. C'est comme si tu es vraiment... Dieu te parle à chaque instant pour appuyer. Mais arrivé dans le mariage, elle baille, elle dit, je suis fatiguée, j'ai soif, mais tout ça, tu n'entends plus rien. Et ça fait plaisir lorsque on anticipe. Ouais, vous.
Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Et c'est bon, c'est dans les deux sens aussi, hein. Il faut pouvoir anticiper. Bon, maintenant, à défaut, si encore elle fait l'effort de te dire, apporte-moi ça, ou bien en rentrant, si tu peux m'acheter du pain, ou bien tu peux me retirer, et elle fait l'effort de dire, et tu dis encore, moi, je n'ai pas ton temps, là, c'est encore plus frustrant. Donc, si on ne peut pas anticiper, au moins si on nous demande, faisons l'effort. Mais l'idéal, c'est que des fois, on anticipe, qu'on sent, et on la surprend agréablement, et dans les deux sens. Merci beaucoup. Merci, M. Sobia. Il y a une question, il y a Mme Kinda qui dit pourquoi dans le mariage, ça se complique parfois? C'est vrai qu'avant le mariage, dans les fiançailles ou dans les copinages, les choses se passent tellement bien. Et une fois qu'on est marié, on a l'impression que c'est d'autres personnes. Non, en réalité, ce n'est pas si compliqué. C'est parce que nous nous comportons comme des politiciens. Quand il y a les élections présidentielles, le président fait plein de promesses, il salue tout le monde, il sourit à tout le monde parce qu'il veut être président de la République. Et une fois il est assis dans le fauteuil, il se dit, maintenant je suis le chef, je peux faire ce que je veux. Donc, des deux côtés, on fournit beaucoup d'efforts parce qu'on se dit, je veux la gagner, je veux le gagner. Et on pense qu'une fois dans le mariage, on a fini de gagner, donc on n'a plus besoin de faire tous les efforts qu'il faut pour entretenir. Et c'est l'erreur. Il faut comprendre qu'on peut toujours perdre son mari ou sa femme. Si on ne travaille pas tous les jours, c'est comme une maison. Si ce n'est pas entretenu, au bout de quelques années, mais la maison sera délabrée. Et là, j'ai une maison, c'est joli, mais si je n'entretiens pas, je retourne en Côte d'Ivoire et je laisse ça comme ça, et il n'y a personne pour entretenir. Si je reviens dans 3 mois, mais je ne vais pas trouver ça dans un bon état. Et donc, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, engageons-nous à entretenir chaque jour la relation. Entretenir chaque jour la relation. S'il n'y a pas de... C'est un acquis. Malheureusement, on tombe dans c'est un acquis, c'est une évidence et on n'entretient pas. Il faut toujours entretenir. Et faire des bilans, avoir des temps de repos ensemble, de vacances, faire des bilans, faire des critiques, il faut toujours être en train de travailler. Sinon, ça ne peut pas aller. Merci beaucoup. Pendant les fiançailles, beaucoup d'efforts, c'est la passion, tout ça. Une fois on est marié, on pense que c'est la fin. Oh, c'est le début. Et il faut travailler chaque jour jusqu'à, etc. Merci beaucoup. Donc, c'est un travail permanent. Voilà, c'est comme quand on a des enfants. Une fois qu'on a des enfants, voilà, on est toujours maman, on est toujours papa. Donc, c'est la même chose en fait. Quand on est marié, c'est pas un acquis de se dire ça y est, c'est fait. Il faut toujours continuer de jouer le rôle d'épouse et d'époux, de séducteur et de séductrice, être le médecin l'un pour l'autre, parce que quand je suis mal, eh bien, il n'y a que mon conjoint qui est auprès de moi, et quand il est mal, il n'y a que moi qui suis auprès de lui, puisse avoir cette assurance de trouver dans l'autre cette oreille attentive, et puis, comme on le dit, c'est ma moitié. Donc, cette chose qui me manque, il faut que je puisse retrouver cette chose-là chez mon conjoint. En tout cas, merci beaucoup. On arrive au thème de notre réunion. C'est passé tellement vite et j'avais encore des questions à poser, mais il faut bien qu'on s'arrête. Il est 23 heures à Paris et je pense qu'il commence aussi à se faire tard en Afrique, en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Comme je vous ai promis, avant de commencer, j'ai parlé de 2 cadeaux qu'on avait pour vous ce soir. Alors, le premier cadeau, c'est une première séance de coaching gratuite avec M. Sobia en couple. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est un cadeau que vous avez ce soir pour les personnes connectées pour vous remercier de votre présence ce soir. Nous vous offrons cet accompagnement-là, ce coaching gratuit en couple. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message en privé dans le chat. Vous envoyez le message en privé dans le chat. Vous voyez, c'est écrit. Quand vous écrivez, c'est écrit tout le monde. Vous pouvez juste cliquer dans tout le monde et vous allez me retrouver et m'envoyer le message. Ou alors, si vous êtes dans notre groupe WhatsApp, envoyez-moi le message directement dans le groupe WhatsApp aussi.
Le deuxième cadeau, en fait, c'est un programme d'accompagnement pour les femmes. Le programme s'appelle SDS, c'est-à-dire sortir de la solitude. Parce qu'on peut être en couple et être seul. Dans ce programme, en fait, j'accompagne les femmes à mieux gérer leurs relations de couple, même si elles ont l'impression d'avoir tout essayé, même si elles ont l'impression d'avoir échoué. Donc, si tu es une femme et que tu es désespérée parce que ton couple bat de l'aile, tu as tout essayé pour sauver cette relation, mais tu as l'impression que les choses t'échappent et tu te sens épuisée. Si tu veux que la situation change, et j'insiste sur le fait de vouloir que la situation change, le programme SDS est pour toi. C'est un accompagnement de 3 mois qui va t'aider à trouver un équilibre et à transformer ta relation de souffrance en une relation paisible. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, pour répondre, envoyez-moi les messages en privé. Là, je viens de vous mettre dans le chat le lien des ouvrages de M. Sobia, le lien pour les différents ouvrages. Donc, les ouvrages sont vendus à la FNAC. Vous les trouvez dans toutes les FNAC. Ensuite, je vous ai mis le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp. Je vous ai mis le lien du replay sur notre première conférence sur la sexualité dans le couple et de l'autre conférence sur la première partie de la communication dans le couple. Ensuite, là, je vais vous mettre mon numéro de portable pour que vous puissiez m'envoyer l'offre qui vous intéresse. Et pour l'accompagnement des femmes, il n'y a que 5 femmes que je pourrais accompagner, pas plus. Saisissez l'occasion. Toutes les personnes qui vont répondre ce soir, ce sera offert. Après ce soir, tout est payant. Même le programme d'accompagnement de M. Sobia pour les couples, c'est payant. Le programme SDS aussi, il est payant. Mais ce soir, si vous répondez OK, eh bien vous allez profiter, vous allez bénéficier de ça gratuitement. Voilà. C'est une façon aussi de vous fidéliser pour que vous veniez régulièrement à nos rencontres. Donc, mon téléphone, voilà. Donc, je vous ai mis mon numéro de téléphone. Alors, l'accompagnement pour les célibataires, oui, c'est possible. Dans tous les cas, écrivez-moi. Écrivez-moi et puis on essaiera de voir en fonction des cas de chacun, on verra comment gérer ça. N'hésitez pas à m'écrire surtout. Donc là, en fait, je vois. J'ai surtout besoin, pour les personnes qui me répondent, je vois, mais j'ai surtout besoin de vos numéros de téléphone, de vos WhatsApp. Je suis très ravie de notre séance de ce soir. On a bien profité avec M. Sobia, comme d'habitude, hein, on apprend toujours. On grandit toujours et c'est pour ça que le groupe WhatsApp, je l'ai appelé « Changeons notre mindset ». On ne peut pas évoluer quand on n'a pas conscience, en fait, qu'on a besoin d'évoluer. Donc, pour progresser, on a besoin de changer notre mindset. Et le changement du mindset vient de la prise de conscience, en fait, qu'on a un manque quelque part. Et on a tous un manque quelque part, en fait. Personne n'est parfait. Donc, on a tous besoin de progresser, on a tous besoin d'apprendre, on a tous besoin de faire des efforts et du progrès. Et quand on regarde les personnes très influentes de ce monde qui ont de grandes entreprises, de grandes succursales et tout ça, ce sont des personnes qui sont très souvent dans des séminaires, qui sont très souvent dans des séances de formation, de leadership et tout ça. Et nous, en fait, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture-là. Donc, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place avec la petite communauté que nous sommes. Donc, lorsque nous organisons des séances comme ça, n'hésitez pas, venez parce que c'est une occasion en or. C'est une occasion en or. Ce genre de choses, c'est payant ailleurs. Nous le faisons parce que, bon, moi, en tout cas, ça me fait plaisir de le faire et M. Sobia aussi. Ça lui fait plaisir aussi d'apporter son savoir. Et voilà, moi, je suis vraiment contente. Merci vraiment à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Alors, je vais donner mon mot de fin. Et puis ensuite, je vais laisser à M. Sobia le soin de conclure. Alors, nous savons tous l'importance de la communication. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Si c'était si simple que ça. La maturité, l'amour, c'est cela qui rend la communication possible. Apportons nos sujets devant Dieu. Lui seul saura comment nous emmener. Lui seul saura comment nous guider. Lui seul saura comment nous orienter pour avoir une bonne communication de couple
épanoui, une bonne communication de couple saine et réussie. Voilà mon mot de ce soir pour chacun d'entre nous. Je laisse M. Sobia donner son mot de fin. Oui, c'est d'abord remercier Dieu. Je disais ce matin à Mme Traoré que ces derniers jours, il y a tout le temps des coupures de courant à Cotonou, là où je suis. Et je craignais vraiment qu'il y ait encore coupure de courant ce soir, que vous ne serez pas en mesure de voir mon visage. Mais Dieu a répondu à nos prières. Il n'y a pas eu de coupure de courant. Et on est à la fin. Tout à l'heure, ils peuvent couper le courant, ce n'est pas grave. On est à la fin. Ça montre la fidélité de Dieu. Ça montre que pour tout sujet, que ce soit la communication, que ce soit les difficultés sur le plan sexuel, sur le plan financier, apportons tout à Dieu. Ne nous résilions pas, tout est possible. Travaillons, et c'est en travaillant sur soi-même qu'on s'améliore et on arrive à avoir une vie conjugale harmonieuse. Donc, ce n'est pas une fatalité, on peut réussir, mais travaillons et travaillons. C'est ce que je peux vraiment dire, travaillons et travaillons. Merci beaucoup, M. Sobia. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne et excellente soirée et que Dieu nous garde jusqu'à notre prochaine séance. Et puis, n'oubliez pas, j'ai retenu quelque chose que M. Sobia a dit tout à l'heure, une question que nous devons poser ce soir à nos conjoints. J'espère que j'aurai droit à la même question. As-tu le sentiment que je sais bien t'écouter? Voici la question que chacun doit poser. As-tu le sentiment que je sais bien t'écouter? Voilà. Alors, merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt.